Bonjour à tous et à tous. Les nouveaux modes de travail forcent les entreprises à repenser leur organisation et à revoir leur environnement de travail numérique. Plus que jamais, ces nouveaux modes de travail se métamorphosent et se cristallisent face aux différentes évolutions socio-économiques. C'est pour faire face à ces enjeux, ces nouveaux défis, que Google a créé et développé la solution Workspace. Bonjour et bienvenue, je suis Johan Bardi du groupe TIPCO. Nous sommes mardi 16 novembre, il est 14h30 et j'ai le plaisir d'animer avec mon invité Mathieu Derem. Bonjour. Bonjour à toi. L'émission autour de la solution Workspace. Alors aujourd'hui, c'est une journée consacrée exclusivement à Google. C'est la fameuse Google Day by TIPCO en partenariat avec Tech Data. Nous avons depuis ce matin partagé ensemble déjà deux solutions Google. Donc la solution Google Chrome, puis la solution Android avec Mohamed Molinet et la solution Chrome avec Frédéric Rouleau et Céline Lefebvre, nos deux spécialistes. Donc nous allons désormais passer une heure avec mon invité Mathieu pour comprendre pourquoi migrer vers une solution Workspace, comment faire cohabiter les différents environnements de travail, on en parlait déjà ce matin, comment conduire le changement et former mes utilisateurs vers une solution et un environnement Google. Pour cela, avant de commencer avec Mathieu, j'aimerais vous rappeler deux informations importantes. La première, c'est que vous avez toujours à votre disposition Christophe qui pourra vous répondre dans le fil de conversation. Et puis la deuxième information, notre jeu concours qu'on a déjà commencé depuis ce matin également, où vous avez 2 Google Home à gagner. Donc restez attentifs à nos échanges avec Mathieu. Vous aurez probablement la chance de répondre à la bonne, de répondre à la bonne question pour gagner ces Google Home. Donc sans plus tarder, j'espère que vous êtes bien installés. Petit café, on est installé dans le fauteuil. C'est parti, on commence avec Workspace. Alors Mathieu, je te propose de commencer autour de la solution donc Workspace. Tu es expert Google sur cette solution. On voit bien que les modes de travail évoluent. Comment Google accompagne-t-il cette accélération de la transformation auprès des entreprises ? Alors, il y a plusieurs réponses à ce sujet. Alors déjà, je voudrais commencer en vous remerciant de nouveau pour votre invitation et votre accueil ici. On est ravis d'être là avec vous sur ces 2 journées à l'occasion donc, de ces Google Days chez TIPCO. Plaisir partagé, Mathieu. Plaisir partagé. Tant mieux. Non, donc, évidemment, alors, donc, chez Google, donc, ces outils, donc, Workspace étant vraiment la solution, la suite de productivité et de collaboration créée par Google est mise à disposition à la fois du grand public et également des entreprises. Donc il faut bien garder ça en tête. Et finalement, c'est une évolution d'outils qu'on a créés il y a à peu près une quinzaine d'années, donc pour les plus vieux. Si on prend le Gmail, ça remonte à 2004. Et donc après, la suite s'est évidemment agrandie et enrichie, notamment avec toute une suite bureautique. À l'origine, pour la fun fact, ça a été créé pour l'interne, pour nous chez Google, et on s'est rendu compte que voilà, ça pouvait intéresser d'autres personnes en externe. Et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à la commercialiser. Alors c'est une évolution, alors évidemment qui a été validée, qui a pris encore plus d'ampleur au cours de ces 2 dernières années avec le contexte que l'on connaît, tout simplement parce que voilà, aujourd'hui les gens sont encore plus qu'auparavant dans des situations de flexibilité, de mobilité, où le travail est peut-être les limites en fait du travail de la sphère professionnelle sont peut-être un peu plus floues qu'auparavant, et donc nous on essaie via la technologie, bien évidemment on ne prétend pas remplacer l'humain, mais en tout cas de permettre aux gens de garder cette connexion en fait humaine et de façon virtuelle via nos solutions. D'accord, donc c'est un peu le travail à la maison, je cohabite dans 2 environnements un peu identiques, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Et donc l'objectif ultime étant bien évidemment de maximiser la productivité du professionnel, tout simplement pour qu'il puisse optimiser son temps de travail en fait et ne pas être freiné par les outils avec lesquels il doit effectuer ses différentes tâches. Simplicité d'usage, je crois que c'est un des maîtres mots de ce matin, tant sur la partie Android que la partie Chrome. Ce que je te propose, Mathieu, c'est que l'on regarde ensemble l'évolution, comment G Suite est devenu Google Workspace. On regarde ensemble.
merci beaucoup. Et ben, justement, donc, cette vidéo, en fait, elle reprécise, elle resitue contexte dans lequel a évolué Workspace. Donc vous avez peut-être reconnu en fait à l'écran, sur votre écran, différentes icônes que vous utilisez déjà dans la sphère privée, donc typiquement Gmail, le calendrier, Google Drive. Et le maître mot sur lequel j'insisterai, donc, et on voyait ça au travers des animations, c'est l'unification en fait de ces différentes briques pour obtenir et apporter à l'utilisateur final une expérience vraiment fluide et simplifiée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de passer en permanence d'une application à l'autre. On reste sur un seul écran, un seul onglet dans son navigateur ou une seule application sur son téléphone portable, voilà, qui vous permet d'effectuer l'ensemble de vos tâches de communication, de collaboration, d'écriture d'email par exemple. Et donc voilà, donc c'est cette évolution qu'on s'est proposée au travers de Workspace. On évoquait la simplicité chez Google. Voilà, donc effectivement, il y a 3 gros pans qui sont vraiment la simplicité, la flexibilité et la productivité. D'accord. Et je crois que la collaborativité, si on peut rajouter, est une des caractéristiques, des fonctionnalités de l'environnement Workspace également. Exactement. Ouais. Donc, alors c'est très intéressant parce que par défaut, donc tous les documents des collaborateurs vont être stockés dans le Google Drive, donc dans l'espace de stockage en ligne, qui fait que de facto, vous pouvez les retrouver sur quelques terminals que vous utilisez. Donc c'est un téléphone portable, un PC ou autre. Et à partir de là, il est très facile de le partager avec différentes personnes, vos collègues, vos amis, votre famille, que sais-je, et d'y apporter des modifications en temps réel. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Si on prend un chiffre, par exemple en interne chez Google, ce sont les 3/4 de nos documents en interne qui sont partagés au moins avec une autre personne, ou même avec un groupe de personnes. Donc ça change la mentalité et la philosophie au sein même de l'entreprise, parce que le comportement par défaut des utilisateurs devient la collaboration en interne. Oui, c'est le partage du document qui devient presque natif dans la conception des différents outils. Alors, je crois que là, ça y est, on a bien commencé à comprendre le territoire qu'embrasse l'environnement Workspace. Comme tu le sais, le marché a quand même un certain nombre d'acteurs historiques. En quoi aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs, on basculerait vers un environnement Workspace? Qu'est-ce qui te rend singulier? Qu'est-ce qui rend Workspace singulier sur le marché? Alors, je pense qu'un des premiers éléments, c'est le fait que la suite ait été créée dès l'origine dans le cloud. Donc, ce ne sont pas différentes briques, on va dire, séparées, etc., qu'il a fallu porter sur le cloud, ou encore avec un modèle où on se retrouve aujourd'hui avec des applications sur son PC et ensuite d'autres en ligne qui ne communiquent pas forcément entre elles. Voilà, nous, notre philosophie a vraiment été d'avoir des applications dès l'origine cloud native, comme on dit. On l'a vu ce matin, effectivement, sur les solutions Chrome. Ouais, voilà, exactement. Et alors après, on s'appuie énormément et on insiste beaucoup chez Google sur la simplicité d'utilisation. Alors cette simplicité d'utilisation, elle est historique, donc tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir, d'avoir en fait 3 milliards de personnes dans le monde qui ont un compte Google, donc à titre personnel. Et donc voilà, ça a été validé par des particuliers qui nous ont choisi de leur plein gré. Et c'est cette simplicité d'utilisation que l'on porte dans le monde de l'entreprise, en fait. Et donc ça, aujourd'hui, on essaie de l'optimiser en permanence. C'est le deuxième pan, via donc toute cette infusion, j'ai envie de dire, d'intelligence artificielle dans nos outils, qui permet d'améliorer la productivité. Donc un exemple tout simple, par exemple, ça va être, et vous l'avez sur votre Gmail à titre perso, c'est si vous écrivez un email, si vous composez un email, par exemple, vous commencez une phrase et automatiquement Google va vous suggérer la suite de la phrase, va vous suggérer l'objet de l'email. Si je t'écris en fait à toi un email, et ben automatiquement, si j'écris d'habitude à quelqu'un d'autre, ça va suggérer de rajouter cette personne en copie, etc., etc. Donc ce genre de mini comportement finalement permettent aux gens donc, de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, d'avoir de micro-gains de productivité qui, mis bout à bout d'une journée, une semaine, un mois, une année, et à l'échelle d'une entreprise comme Tipco, par exemple, représentent en fait de vrais gains financiers également, et de vraies Il y a économies. une vraie assistance finalement, une intelligence, une assistance dans l'usage des environnements Workspace. Tout à fait, et qu'on retrouve aussi lorsqu'il s'agit des aspects sécurité. Donc mes collègues l'ont expliqué également ce matin. Donc ce que l'on apporte à l'utilisateur final, on l'apporte également donc, aux équipes d'administrateurs pour leur fournir voilà, une expérience simplifiée dans la gestion au quotidien de la solution. Alors, comme tu le sais, dans nos webinaires, ce qu'on adore, nous, c'est les cas d'usage et l'immersion dans la vraie vie. Au-delà des grands discours de fonctionnalités et, ma foi, fort intéressant, on va regarder ensemble un exemple autour de Decathlon. Ouais, Decathlon qui a basculé dans l'environnement Workspace. On regarde ensemble et on en parle après. ouais, parfait.
rendre le sport accessible à tous, c'est vraiment le leitmotiv de Decathlon, de la conception jusqu'à la distribution. Decathlon utilise G Suite depuis 10 ans, à l'origine pour répondre à des problématiques informatiques de réduction des serveurs on-premise. Aujourd'hui, la valeur est bien plus importante que ça. Je suis passionnée de vélo depuis que je suis toute petite. Les sensations, le partage, la mécanique, c'est un sport qui me parle. Il y a 2-3 ans, on se rendait compte que sur le marché, il n'y avait aucun produit adapté à la morphologie pour faire du VTT pour les femmes. Il n'y avait rien. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à créer. Je suis chef de produit sur le VTT femmes en fait et j'ai un rôle transverse. Je dois travailler avec plusieurs équipes et j'ai besoin forcément des outils collaboratifs pour mieux communiquer, organiser des missions tests, faire des débriefs, des questionnaires. Donc Google est essentiel dans mon métier au quotidien. Actuellement, on est en train de travailler sur un casque. On a travaillé sur un système pour passer facilement la queue de cheval, par exemple. Le groupe projet qui s'est monté, on est un peu comme une start-up. Et pour mieux communiquer, pour être beaucoup plus efficace, pour gagner du temps au quotidien, on a fait des visios à distance, on utilise Hangout en interne. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en temps réel. Tu vas direct à l'essentiel. Du coup, on est prêt à partager le doc avec la production. Carrément, je leur fais un Google Drive. L'avantage de partager des documents, par exemple sous Drive, c'est que tu prends connaissance des infos avant d'arriver à la réunion. Donc quand tu es à la réunion, tu gagnes du temps en fait et du coup je me concentre davantage sur des choses importantes et c'est aussi du temps que je peux passer à aller écouter les utilisatrices sur le terrain, aller rouler avec elles, aller les observer et de voir de quoi elles ont besoin au quotidien. Allez, on y va ? On va prendre du fun ? C'est parti ! Le fait d'utiliser des outils comme G Suite, on est beaucoup plus agile, on travaille différemment. En fait, ça donne aussi des perspectives pour s'échanger les informations beaucoup plus rapidement en fait, et de gagner du temps dans le projet. Decathlon est une entreprise qui travaille en réseau. Pour créer des produits innovants, G Suite est un outil fondamental pour se coordonner et pour travailler ensemble. C'est super de voir des personnes porter ton produit. Donc quand tu le vois arriver en magasin, c'est un peu comme ton bébé en fait. Tu es super content parce que c'est l'aboutissement aussi de toute une équipe qui a bossé sur ce sujet-là pendant des mois. Ouais, c'est le début d'une aventure et j'ai encore énormément d'idées pour faire évoluer le projet dans les années à venir. Alors Mathieu, on a observé et compris une expérience visiblement assez singulière avec Decathlon qui s'est probablement reproduit, on y reviendra chez d'autres retailers. Moi j'avais envie de commencer par une question sur cette expérience. Comment ont réagi les utilisateurs dans ce changement, dans cette transformation vers Workspace ? Comme souvent, ça a été un vrai projet d'entreprise. Alors, vrai projet d'entreprise dans la mesure où il y avait une volonté chez Decathlon et chez tant d'autres clients finalement donc d'adopter donc des solutions natives cloud en fait, de réduire leur empreinte d'un point de vue serveur de fichiers en interne, informatique on va dire assez lourde. Et également un élément moteur dans leur décision à cette époque, parce que ça remonte à quelques années désormais, a été bien évidemment la collaboration native au sein de Workspace donc, que j'évoquais auparavant. Depuis, bien sûr, ça a été une première étape, une première phase dans leur transformation, et ça fait vraiment partie donc, de l'ADN et de la culture de Decathlon de penser en mode projet. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo donc, par rapport aux différents sports. Ils travaillent vraiment en petites équipes projets qui viennent de différents départements pour concevoir, construire ensemble de nouveaux produits, les mettre sur le marché. Donc voilà, c'est énormément d'équipes qui sont impliquées. Et depuis, bien sûr, donc, la solution a grandi, elle a évolué, et donc Decathlon a évolué avec nous. Donc aujourd'hui, ils construisent leurs propres applications métiers, là aussi sur notre plateforme intégrée en fait, donc, d'applications no-code donc, sur AppSheet. Et ils ont également une forte utilisation en fait, de la plateforme cloud, donc Google Cloud Platform. D'accord. Et ça a mis combien de temps pour transformer, pour conduire cette transformation ?
Alors, sur des projets de cette taille, donc là, on parle quand même d'une entreprise à plus donc, de 100 000 personnes. Oui, ça fait un peu de monde. Ça fait beaucoup de monde, présente dans une trentaine de pays. Donc voilà, on parle de projets de déploiement à 18-24 mois à peu près. Donc évidemment, via l'appui de partenaires. Donc encore une fois, c'est vraiment un projet, une aventure tripartite. Donc avec Google d'un côté, certes, mais vraiment pas que. Donc aussi, en l'occurrence, Decathlon. Et après, un partenaire. Donc voilà, donc qui vient en support en fait, notamment pour la partie migration technique et aussi et surtout pour la partie migration des utilisateurs finaux. Est-ce que tu as aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'on sait quels ont été les freins les plus compliqués à faire, à transformer au sein des utilisateurs ou même de la DSI d'ailleurs, parce que les deux environnements sont impactés. Est-ce qu'il y a eu des points vraiment de blocage où là c'était plus long ou plus compliqué à faire évoluer? Alors bien sûr, il y a toujours des points assez bloquants. D'un point de vue DSI, pour résumer, on va dire la sécurité. Ouais. Bien évidemment, Ouais. j'imagine que dans la suite de notre entretien, on va forcément l'aborder. On parce va que, l'aborder, voilà, la, ça la- serait la pas, cybersécurité, c'est fait partie un des sujets forts. voilà, sans surprise. Et ensuite, d'un point de vue utilisateur final, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Je pense que c'est vraiment la crainte. Donc, les gens sont habitués forcément à évoluer sur un univers applicatif, on va dire, assez historique. Oui. Et donc, soudainement, les porter sur de nouvelles applications, même s'ils les utilisent dans leur vie personnelle, peut faire naître un peu une forme de crainte. Donc, c'est pour ça qu'on a tout donc des programmes, hein, des processus qui sont bien conçus, bien élaborés, afin justement de pouvoir accompagner les personnes et de les prendre vraiment là où ils en sont aujourd'hui. Donc certains sont très technophiles et donc d'ailleurs vont pouvoir aider d'autres de leurs petits camarades ou inversement, voilà, donc d'autres personnes vont avoir besoin d'énormément d'accompagnement pour comprendre comment déposer ces fichiers dans un Google Drive, comment partager avec une personne, comment justement aussi pas le partager en externe dans l'entreprise et faire de mauvaises manipulations. Donc là on rejoint l'aspect sécurité, mais voilà, donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans un projet. J'ai souvent tendance à dire que les projets Workspace, plus encore que des projets de technologie, sont vraiment des projets humains et presque souvent gérés in fine par le département des ressources humaines, tant il faut prendre en compte cette dimension humaine Ah oui, dans ces transformations. donc ça veut dire, alors ça c'est intéressant parce que une des clés de réussite de cette transformation, elle repose sur quels sont les sponsors internes qu'il faut mobiliser pour réussir cette transformation. Tu as parlé donc des RH. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres entités de l'entreprise qui sont à mobiliser pour réussir? Oui, bien sûr. Alors, donc, effectivement, donc, les ressources humaines, alors ça commence rarement via les ressources humaines, il faut être bien clair. On parle d'abord donc, de la solution toujours avec les équipes informatiques, c'est on va dire le cas classique. Très souvent avec la direction générale qui va être impliquée quand les gens se rendent compte qu'effectivement ça va être une solution qui va changer leurs habitudes de travail et donc pour tout le monde, pour n'importe quel employé en fait, jusqu'au président, aux présidentes en fait de la société, et bien effectivement les gens se disent peut-être que je devrais m'intéresser à ce sujet finalement qui va moi aussi m'impacter au quotidien. Ouais, d'accord. Donc, C'est plutôt top-down. C'est très jacobin comme approche alors. non, dans certains cas, ça peut l'être, mais dans un monde idéal, c'est qu'on essaie d'avoir différents sponsors en fait, et de vraiment valider avec tous les responsables de département qu'ils valident la solution et qui se projettent en fait, D'accord. dans Donc, un monde workspace. ce que tu dis, c'est il faut quand même avoir le sponsor. Ça impacte et c'est une transformation quand même assez importante dans l'univers informatique et digital de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Alors après, évidemment, nous on réalise beaucoup d'études, donc on se rend compte quand même donc, de l'impact positif que Workspace a sur les entreprises. Et encore une fois, on a la chance de pouvoir revendiquer vraiment donc, des clients dans toutes les industries et de toute taille. Donc c'est vrai que forcément, on va dire, des secteurs d'activité clés ou historiques, notamment en France, dans tout ce qui est retail, grande distribution, ou également l'industrie où on est très présent, ou plus présent, également tout ce qui va être start-up par exemple, mais on a vraiment des références partout, donc même dans le secteur bancaire par exemple, ou le secteur public. Voilà. Alors après au niveau donc, de l'impact utilisateur, et ça c'est vraiment très important, on se rend compte là aussi que les gens, lorsqu'ils passent sur Google Workspace, ils sont vraiment convaincus et heureux finalement de cette solution. Donc on a des chiffres pour ça. Donc, par exemple, on a 68% des gens qui affirment en fait préférer leur travail par rapport à auparavant dû aux outils au quotidien qui ne sont plus un frein dans leur travail.
Ensuite, on a 92% des gens qui constatent que la culture de l'entreprise devient naturellement plus collaborative. Et donc, finalement, c'est assez bête. Alors, c'est pas uniquement mettre ses fichiers sur Google Drive, il y a d'autres choses derrière, mais ça commence par là. Et donc, très rapidement, on voit un impact positif, également de tout ce qui est au niveau de recherche documentaire. Donc, bon, voilà, c'est pas moi qui vais vous expliquer que on est assez connu pour le moteur de recherche Google. C'est vrai, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, c'est finalement, on a cette ambition en fait, donc de mettre cette technologie à disposition des entreprises au sein de leur domaine pour améliorer, optimiser leur recherche documentaire. Et donc faire en sorte que les collaborateurs puissent très facilement retrouver, identifier l'information. Aujourd'hui, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens s'ils ne savent pas où retrouver la bonne information, surtout si elle n'a pas été générée par eux à l'origine, si c'était un collègue précédent ou que sais-je. Et donc ils doivent aller dans des tas de serveurs de fichiers, etc. Et des ça, SharePoint. Google Workspace te permet de retrouver. D'harmoniser cela, d'uniformiser en fait et de mieux hiérarchiser l'information pour pouvoir l'identifier beaucoup plus rapidement. D'accord. Et donc même là, une statistique qu'on a réalisée via une étude avec Forrester, c'est que par utilisateur par an, c'est quand même 171 heures d'économiser. Ah oui. Voilà. C'est Donc, énorme. C'est quand même assez conséquent. C'est Ouais. énorme. Merci Mathieu. Alors si tout comme moi, vous rêvez d'avoir toutes les réponses à vos questions, je vous invite à poursuivre et à écrire l'ensemble de vos questions. Christophe est toujours aux manettes dans le fil de conversation. Voilà, alors on continue ensemble, Mathieu, si tu veux bien. Tu as abordé tout à l'heure un sujet, on va dire, sensible quand on est Google, quand on représente Google, c'est cette notion de faire cohabiter des environnements. On le sait bien, un acteur plutôt monopolistique, presque, Microsoft est très présent dans les entreprises. Est-ce que cette cohabitation fonctionne bien ? Est-ce qu'elle fonctionne déjà ? Et si oui, est-ce qu'elle fonctionne bien entre Google et Microsoft ? Alors, elle fonctionne de manière générale très bien. Je pense notamment au partage de documents bureautiques. Donc, typiquement, aujourd'hui, si moi je suis dans un environnement Microsoft et toi tu es dans un environnement Workspace, je peux t'envoyer un document Word ou un Excel ou autre que toi tu vas recevoir donc, directement dans, par exemple, ton Gmail et pouvoir ouvrir au sein de Google Docs, de Google Sheets ou Google Slides les documents en format natif Microsoft, les garder dans ce format, pouvoir les éditer, les enregistrer en tant que tel dans ton drive et après à nouveau me les repartager si besoin. Donc ça c'est vraiment très puissant. Tout ça, je garde les formats, rien n'est, Voilà. tout reste correct dans le fond et la forme. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc du coup ça permet une vraie collaboration avec des partenaires en externe, hein, typiquement des clients d'une entreprise, par exemple. Après, en interne, si on prend donc l'exemple d'une entreprise qui aurait les deux solutions en cohabitation, en coexistence, c'est vrai que dans ce cas-là, on se rend compte que souvent, c'est une solution, c'est une phase de transition. Alors, c'est une phase de transition parce qu'évidemment, il y a un moment où il faut payer les deux solutions. Donc, il y a un coût évident pour les sociétés. Au niveau des licences. Voilà, au niveau des licences, donc évidemment, à un moment, les entreprises sont amenées à faire un choix. Alors d'ailleurs, c'est pas que avec Microsoft, c'est aussi avec d'autres solutions concurrentes, Zoom, Dropbox et tant d'autres. Et surtout, voilà, il va quand même y avoir quelques limitations techniques, je pense notamment lors d'organisation donc de réunions, de réservation de salles de réunion, voilà, où il peut y avoir certaines contraintes qui peuvent être un peu frustrantes pour l'utilisateur final et également pour les équipes informatiques. D'accord. Alors, comme tu le sais, au sein de Tipco, on a un sujet et on en finissait d'ailleurs le mois de la cybersécurité au mois d'octobre, en collaboration avec l'ANSSI et un certain nombre de nos partenaires. La cybersécurité, c'est vraiment un sujet pour les entreprises. Workspace, est-ce que tu peux nous sécuriser, tu peux nous rassurer par rapport à cet environnement ? Ouais, je vais essayer déjà. Je vais essayer. Alors, l'avantage qu'on a, donc encore une fois, c'est tout à l'heure j'évoquais les fameux 3 milliards donc de comptes Google existants à l'échelle de la planète. Ça nous donne évidemment une quantité donc, de données phénoménale. C'est 40 milliards d'emails entrant et sortant par jour qui sont analysés donc, par tous nos algorithmes d'identification de spam par exemple. Donc c'est pour ça qu'on est une des meilleures solutions anti-spam du marché, bien évidemment, parce qu'elle est, on va dire, surentraînée au quotidien depuis plus de 15 ans maintenant. Après, la solution en tant que telle, donc les applications
ainsi que les données clients sont hébergées donc sur les data centers de Google. Donc ils sont répartis partout dans le monde, qui sont donc des fermes de serveurs en physique qui nous appartiennent. Et après, on possède même dans la majeure partie des cas donc la connexion. Donc également, donc même par exemple, si on prend l'exemple d'une connexion entre les États-Unis et l'Europe, donc les câbles sous-marins qui sont posés sur le fond des océans et qui transmettent en fait l'internet physique auquel on a tous accès. Et donc cet internet, donc ces câbles en fait appartiennent à Google, et donc ce qui fait que les connexions sont vraiment encryptées donc d'un bout à l'autre, de bout en bout, par Google. Donc du premier terminal jusqu'à ton terminal, en fait, quel que soit le chemin emprunté donc via les data centers, via ces différents câbles, Google en est propriétaire, et donc ça fait que tout est encrypté au repos et en transit. Et ça, c'est extrêmement important dans le cas de notre démarche de sécurité. Bien sûr, on a plus de 700 experts en sécurité chez Google, donc des chercheurs qui travaillent au quotidien sur ces sujets, qui sécurisent alors Workspace, mais pas que, en fait, qui sécurisent l'ensemble des applications développées par Google. Donc aujourd'hui, on a 9 applications dans le monde qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc ça montre vraiment le sérieux de la plateforme et le fait que voilà, ce sont des services au quotidien qui supportent des charges énormes en termes d'accès et qui sont sécurisés. Et encore une fois, que ce soit pour les individus, les particuliers et également pour les entreprises. Alors ça veut dire que ce que tu sous-entends, c'est que nos partenaires qui fabriquent les anti-malware vont bientôt mettre la clé sous la porte? Non, je pense pas. En tout cas, je leur souhaite pas. Parce que c'est bien d'avoir des écosystèmes riches. Justement, c'est un bon point parce qu'en fait, donc, il faudrait pas avoir cette image. Donc, Google est un univers, on va dire, un peu fermé avec uniquement donc, des applications qui ne fonctionneraient qu'entre elles. À l'inverse, on intègre vraiment avec énormément d'acteurs du marché et justement beaucoup de concurrents, des Zoom, des Dropbox, des DocuSign. Voilà, donc, pour faire en sorte d'avoir, encore une fois, de faciliter la vie des utilisateurs finaux et aussi qu'ils puissent avoir voilà, un processus métier donc, de bout en bout qui soit efficace en fait. Donc si ça implique de la signature électronique, eh bien, voilà, on peut également l'intégrer. Si ça implique un CRM avec Salesforce, eh bien, à ce moment-là aussi on a une intégration en fait native avec Gmail. Voilà, donc c'est ça que l'on sécurise et que l'on propose. Voilà. D'accord, donc pour bien comprendre, je peux quand même faire cohabiter à la fois mon environnement Workspace avec des environnements de protection d'outils d'antivirus, anti-malware, anti-ransomware. Oui, tout à fait. On a même des solutions enfin, voilà, qui sont assez connues sur le marché, avec lesquelles on intègre, donc, qui permettent donc, de rajouter donc, de l'encryption. Donc, évidemment, Google propose une double encryption par défaut donc, de toutes vos données. En fait, donc de chaque email, de chaque donnée en fait, que vous rentrez dans votre Drive, par exemple. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un propre éditeur tiers qui lui-même en fait, va encrypter les données hébergées chez Google. Et donc là, c'est vous qui devenez propriétaire en fait, de ces clés d'encryption. Donc c'est vraiment un choix à faire au niveau de la société. Même chose pour, par exemple, l'authentification. On propose aussi toujours nos modèles. On a nos propres modèles de double authentification. Donc typiquement, aujourd'hui, même sur des Gmail à titre personnel, on incite fortement les utilisateurs à avoir un email de backup, un email de secours, à avoir un numéro de téléphone portable sur lequel ils peuvent recevoir une notification si quelqu'un essaie d'introduire un mot de passe erroné ou ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on a par défaut. Après, vous pouvez mettre voilà, vos propres surcouches. On propose également des clés physiques de sécurité que l'on branche tout simplement sur les ports USB, USB-A, USB-C. Donc, ce sont des clés Titan voilà, qui vous permettent en fait, d'avoir cette deuxième authentification et de sécuriser complètement votre accès. D'accord. Et donc aujourd'hui, et donc encore une fois, ça c'est pas exclusif qu'à l'univers Google, imaginons avec des Chromebooks ou autres, c'est quel que soit votre terminal. Aujourd'hui, ça fait qu'on n'a encore eu aucun compte dans le monde qui s'est fait pirater en ayant ce double système d'authentification avec des clés de sécurité Titan, voilà, avec une authentification forte. Eh ben, nous voilà rassurés, Mathieu. Bah, j'espère. Bon, on pourrait faire une heure là-dessus, mais alors peut-être on fera un autre webinaire spécifiquement dédié à la cybersécurité. On t'invitera au mois d'octobre 2022 puisque c'est toujours le mois de la cybersécurité. Écoute, je pense que on peut être convaincu de cette solution. Comment tu peux aider aujourd'hui nos téléspectateurs, auditeurs dans la conduite du changement
comment j'impulse ce changement au-delà. Ça y est, je suis convaincu, je suis DSI d'un centre hospitalier, par exemple. Comment j'embarque mon entreprise dans cette conduite du changement? Alors, je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les projets Ouais. plus humains que technologiques. Alors, ça commence effectivement par la partie technologique, donc il y a évidemment une migration technique qui doit être mise en place. Donc, pourquoi? Alors, parce que tout simplement, toutes les entreprises, à part si elles sont toutes neuves, elles viennent de se créer, ont un legacy, un historique qu'il faut donc porter dans l'univers Google. Hein. Justement, on ne redémarre pas d'une page blanche, si j'arrive à le dire. Et donc, voilà, donc, il faut porter donc, toutes ces informations-là, tous ces documents, tous ces emails. Donc, on migre vraiment les utilisateurs et ensuite, on va les former. Alors, dans un premier temps, on va d'abord former les équipes informatiques. Alors attends, avant de migrer, de former cette migration, est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'accompagner les entreprises ou c'est là on est sur une activité purement de développement, enfin informatique? Est-ce que Google va scanner comme pour la partie Chrome des comportements des utilisateurs pour savoir est-ce qu'il y a des briques d'abord à basculer? Non. Non, alors on a des outils automatiques qui vous permettent de le faire. Donc par exemple pour migrer de solutions, par exemple, typiquement Exchange, enfin, voilà, côté Microsoft ou même Lotus Notes, etc. Cependant, là, la plupart du temps, on travaille de nouveau en tripartite avec un partenaire. Donc c'est vraiment le partenaire qui va aider à faire cette migration technique de tout l'historique pour le porter voilà, sur l'environnement Google Workspace. Et c'est ce même partenaire en général qui là aussi va aider donc l'équipe informatique à prendre en main la solution, donc, voilà, pour qu'ils soient indépendants et autonomes, donc capables par eux-mêmes de la gérer. Et après, à partir de là, on va former généralement ce qu'on appelle un peu des ambassadeurs ou des champions en interne, qui sont des gens voilà, avec une forte appétence pour la technologie, qui ont envie de prêcher la bonne parole, si j'ai envie de dire, ou d'être porteur du message en interne, pour finalement s'approprier la solution et ensuite pouvoir former leurs collègues. Alors, former leurs collègues, évidemment, ça peut se déployer donc, de différentes façons. Donc, ça peut être en présentiel, donc on peut faire des sessions, des plénières ou alors des petits ateliers en groupe. Évidemment, on s'adapte à chaque cas d'entreprise. Certaines entreprises sont très centralisées, d'autres, à l'inverse, sont des usines, des entrepôts, des magasins, des gens qui sont des freelances éparpillés en mobilité. Donc, comment est-ce qu'on forme ces gens-là? Évidemment, depuis 2 ans, on a encore plus insisté sur nos modules de formation à distance. Oui, bien sûr. Voilà, pour que plus de gens soient indépendants. Donc, on a toute une palette d'outils, évidemment, énormément de vidéos, de contenus en ligne. Mais bon, voilà, on essaie quand même de privilégier l'humain et la formation par ses collègues. Voilà, donc, ça rejoint mon propos initial sur le projet d'entreprise. Oui, donc on travaille avant tout sur la transformation presque humaine et les usages, l'évolution des usages, la techno étant dans la continuité, visiblement. Tout à fait. Et alors, ça se passe vraiment par phase. Donc, on ne prétend pas faire une approche Bing Bang et qui pourrait être potentiellement presque traumatisante, entre guillemets, pour les utilisateurs. Donc, ça va généralement commencer par la partie email, la partie messagerie, un tout petit peu. Et après, voilà, progressivement, on va passer sur je mets désormais mes documents dans Google Drive. Peut-être que je vais même commencer à plus utiliser Word, mais que je vais commencer à créer un Google Docs avec un collègue. Et ensuite, on va utiliser la solution de visioconférence qui est intégrée dans Google. Donc voilà, ça se fait vraiment par étapes, évidemment. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, une transformation avec un coup de baguette magique, ce serait bien trop beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appuie autant sur notre réseau de partenaires. D'accord, beaucoup plus clair. Merci beaucoup Mathieu pour ces éléments. Pardon. Alors les éléphants, je c'est vois pas du tout d'éléphants ici, mais comme quoi les langues parfois peuvent fourcher hors contexte. Ça fera partie du bêtisier, les éléphants. Il y en a pas mal sur aujourd'hui au niveau des bêtisiers. Alors, je vous propose désormais de passer à la partie que moi je préfère, c'est la partie autour de l'éco-responsabilité. C'est parti. Alors, l'éco-responsabilité, alors comme vous le savez tous, l'éco-responsabilité, un sujet qui nous tient à cœur au sein de TIBCO. Je rappelle que TIBCO a comme ambition de devenir la première ESN française à impact positif. L'éco-responsabilité, c'est bien évidemment l'écologie, mais ce n'est pas que l'écologie, c'est également le respect de l'homme et la partie économique, et donc la moralité économique, la moralité financière, si je peux me permettre d'exprimer ce terme. Alors, Google est-il engagé dans une démarche éco-responsable? Et si oui, comment?
Alors oui, alors je pense qu'on se retrouve, enfin, en tout cas de par les échanges que j'ai eu avec les équipes TICO sur ces 2 journées, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments communs justement avec la philosophie Google, qui est une philosophie assez ancienne, enfin qui date en tout cas dans l'entreprise dans le bon sens du terme, donc où dès son origine on a vraiment eu conscience donc de cette empreinte technologique que l'on avait. Voilà, j'évoquais tous les services qu'on a, qui donc partout dans le monde, donc qui servent énormément d'utilisateurs. Donc évidemment, donc, tout ça a une certaine empreinte carbone. Donc typiquement, donc dès 2007, en fait, Google est devenu donc neutre en carbone. Dès 2009, en fait, on a compensé l'ensemble de nos émissions donc avec des acquisitions, donc voilà, des compensations en fait, donc via des énergies renouvelables. Depuis 2017, donc l'ensemble de nos data centers sont justement eux aussi neutres en carbone. Et là, et surtout, j'ai envie de dire, l'objectif le plus important que l'on s'est fixé, c'est à l'horizon 2030 d'opérer complètement sur une énergie décarbonée. Donc c'est de ne même plus produire, de ne même plus ensuite, on va dire, compenser après coup, mais vraiment d'utiliser en permanence une énergie propre. Et donc ça prend différentes formes. Alors à chaque fois, on s'adapte au contexte local. Donc c'est sur l'ensemble de nos opérations, donc, et les bureaux et bien évidemment les fermes de serveurs qui ont le plus gros impact. Euh, Ça, c'est au niveau mondial, hein. Ouais. Tout à fait, ouais, exactement. Et donc, par exemple, si on prend donc des exemples de fermes de serveurs, donc selon le contexte, en fait, donc si c'est à côté d'un fleuve, en fait, on va faire du refroidissement justement en récupérant un peu donc l'eau du fleuve ou certaines eaux usées, etc. Pour refroidir les serveurs. À l'inverse, dans d'autres pays, en fait, où par exemple en Irlande, on a un data center qui refroidit en fait principalement avec le vent. Donc, du coup, on a des murs extrêmement poreux qui laissent rentrer l'air en permanence, et c'est comme ça qu'on réduit énormément notre facture énergétique pardon, et aussi l'impact in fine carbone. On est capable même donc de répartir les différents workloads qui sont exécutés entre les data centers, donc selon évidemment l'orientation donc, par rapport au soleil. Donc certains data centers en fait donc tournent à l'énergie solaire, et donc ce sont ces data centers en fait qu'on va maximiser en journée pour effectuer la plupart donc, des travaux, donc des calculs, et à l'inverse laisser au repos autant que possible la nuit en fait lorsqu'ils n'ont plus trop de réserves, donc pour éviter d'avoir à puiser de l'énergie on va dire Rendre moins un data propre. center intelligent par rapport à son environnement. Tout à fait. Et alors, ça a un véritable impact, donc, parce que si on prend un data center Google par rapport à un data center classique, en fait, ils sont au moins 2 fois moins énergivores. Donc c'est une statistique dont on est quand même assez fier. Et là encore, voilà, on peut reprendre un leitmotiv voilà, qui est cher à Google, mais c'est tout ça optimisé via des algorithmes en fait, d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, ça se retrouve partout, ça se retrouve sur le moteur de recherche, dans Google Workspace pour l'utilisateur final, et même aussi sur des sujets comme l'éco-responsabilité. Très bien, merci, merci Mathieu pour ces précisions autour de l'éco-responsabilité. J'aimerais aborder avec toi un point important et je pense qui aussi intéresse nos auditeurs, c'est la notion du modèle économique. Donc on a bien compris cet environnement. Comment se formalise le modèle économique des solutions Workspace ? Alors on a plusieurs versions. Alors, on a aujourd'hui donc, des versions donc, à disposition donc, par exemple de toutes les associations. Qui sont des versions gratuites. Même chose dans le domaine éducatif. Là aussi, on a une version donc, pour le domaine de l'éducation. Pour vous donner une idée, donc, ça a évidemment été multiplié par plus de 2 en fait, sur ces 2 dernières années, donc en nombre de millions d'étudiants de par le monde qui utilisent Workspace au quotidien. Donc on est passé à peu près de 70 millions d'étudiants à 180. Et évidemment, après, donc, on a voilà, Workspace pour les entreprises. Donc là, on a vraiment 2 grandes familles de versions. On essaie de coller autant que possible aux besoins des entreprises. On s'adapte évidemment aux évolutions du marché. Donc on a une offre vraiment qui vise les startups et de manière générale les PME. Donc voilà, pour les besoins en termes de sécurité principalement. Les différences entre les versions se font vraiment par rapport aux fonctionnalités de sécurité. C'est vraiment D'accord. C'est le même service, les mêmes fonctionnalités génériques des applications, mais c'est la sécurité qui va être plus forte pour les grands groupes. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et donc après, on a une deuxième famille donc de versions, on va dire, plus avancées, notamment sur la partie sécurité, et donc à différents niveaux de prix, évidemment, correspondants, où on va proposer nos fonctionnalités de sécurité les plus optimisées. Cependant, voilà, d'un point de vue utilisateur final, et comme tu l'expliquais très bien, en fait,
c'est quasiment impossible de faire la différence pour un utilisateur final, si ce n'est lorsqu'il souhaite créer par exemple une visioconférence avec par exemple 250 personnes ou faire un live stream comme celui qu'on est en train de faire en ce moment même. Ben là, à ce moment-là, un utilisateur, on va dire, lambda ne sera pas capable de le faire. Cependant, sinon, on retrouve vraiment la même interface qu'on le retrouve à titre personnel et c'est bien tout l'objectif en fait, hein, c'est de ne pas perturber les gens et de leur offrir la même expérience qui est validée dans le monde particulier. De rester dans son environnement. Je crois qu'on a bien compris, cette originalité, cette singularité qui fait la différence de Google sur son marché, Google Workspace. Je te propose, Mathieu, désormais de passer à notre troisième partie de ce webinaire autour de vos questions. À vous la parole, on vous écoute. C'est parti. Alors on vous écoute ou bien, devrais-je dire, on vous lit puisque bien évidemment les questions sont sur le chat. Ne voyez aucun numéro de téléphone, ne cherchez pas à nous appeler. Nous sommes joignables principalement sur le fil de conversation. Mais avant de commencer les questions, puisque je vois qu'on a déjà quelques questions qui apparaissent, je vous propose qu'on franchisse une nouvelle étape de notre jeu concours. Alors ce jeu concours, comme vous le savez, simple, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche dans le fil de conversation. Je vous invite à vous munir de votre téléphone, de votre smartphone. Je vous rappelle les modalités. Les modalités sont simples. Vous inscrivez votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise et vous envoyez ce SMS qui vous permettra de peut-être gagner de Google Home. Enfin en tout cas au moins une, puisque c'est un lot pour une personne. Alors, la question est la suivante, Mathieu. Tu y as répondu, donc j'espère que vous avez été attentif. Combien d'applications Google ont plus d'1 milliard d'utilisateurs ? 3, 9 ou 12 ? Soyez rapide, nous prenons les deux premières bonnes réponses. Voilà, pour ce qui est du jeu concours, on répondra tout à l'heure après un certain nombre de questions qui arrivent d'ailleurs. Alors, j'ai une question de Thierry à te partager, Mathieu. Dans le cadre de l'utilisation de Google Drive, est-il possible de savoir où sont positionnées les données et éventuellement de choisir cet emplacement ? Oui, tout à fait. Alors, excellente question. C'est que c'est un sujet, une question très récurrente chez la plupart des clients. Alors, la réponse est que vous avez le choix. Donc, par défaut, vos données en fait donc vont être globales, comme on dit, donc elles vont être potentiellement situées donc sur tous les data centers de par le monde, mais vous pouvez également affiner cette sélection. Donc vous avez aussi le choix de les localiser uniquement aux États-Unis et enfin et aussi et surtout en Europe en fait. Donc voilà, donc on donne la possibilité aux clients donc français et européens donc de localiser leurs données en Europe. J'expliquais tout à l'heure un peu donc notre philosophie, notre modèle d'encryption. Là encore, donc ces données donc encryptées en fait vont être réparties sur l'ensemble de nos data centers en Europe, donc pas uniquement sur un data center en particulier, ce qui permet d'optimiser la latence et vraiment d'optimiser aussi la sécurité. Donc si on imagine, là encore un cas qui ne s'est jamais produit, mais voilà, qui sait. Donc si on s'imagine le cas d'un piratage de données, finalement, la partie qui serait récupérée, la donnée récupérée par un pirate serait tellement infime qu'elle serait inexploitable, en fait, que ce soit d'un document ou d'un email. Les données du même document sont réparties sur plusieurs data centers, c'est ça ? Ou elles sont dupliquées ? Non, elles sont réparties. Elles sont réparties. Et alors après, évidemment, on a aussi donc, un backup, une réplication des données qui est effectuée donc, en cas, bien sûr, un plan donc, de récupération de l'activité, si jamais il y avait un désastre qui apparaissait. Oui, ça peut arriver. Hein. On a récemment connu un data center qui a pris feu. Donc effectivement, la duplication. Alors, je vous invite à poursuivre vos questions. Mais j'en ai une à te partager, Mathieu, autour de la RGPD. On sait que c'est un sujet assez sensible, hein, le respect des données. Qu'en est-il de Workspace vis-à-vis de la RGPD ? Alors, en une phrase, Workspace est conforme. Alors, et donc Workspace, c'est l'ensemble des services aujourd'hui cloud Google, donc qu'ont présenté mes camarades ce matin, et donc aussi donc toutes les briques et technologies API disponibles sur Google Cloud Platform également. Ouais. Donc Google est conforme en ce niveau-là avec les RGPD. On a évidemment travaillé
avec la Commission européenne, donc dès la genèse finalement de ce projet de RGPD, pour être sûr d'être en conformité dès le début en fait et d'accompagner le mieux possible cette transition technologique, parce qu'il y a eu un véritable impact pour beaucoup d'entreprises quand même, donc qui ont dû pour certaines réorganiser leurs données, nettoyer un peu les données clients qu'ils gardaient, et donc voilà, on voulait s'assurer nous-mêmes en fait qu'on était conforme dès son origine, et d'ailleurs c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors certes donc les entreprises entre guillemets font l'acquisition de services de technologie Google, mais elles restent propriétaires de leurs données. Donc ça c'est extrêmement important. En fait, Google n'en est que processeur, n'en est que l'hébergeur donc sur ces data centers. Et encore une fois, donc une entreprise pourrait à tout moment donc les extraire, sortir ces données d'un environnement Google pour les récupérer et les transférer ailleurs. Donc ça reste aussi Donc très important dans notre philosophie. transportabilité des données, c'est pas Tout à fait. contraignant dans l'usage, enfin dans la portabilité. Exactement. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. D'accord. Alors, je vous rappelle peut-être, Christophe, est-ce que tu as des retours? Pour l'instant, personne n'a répondu, n'a donné la bonne réponse. C'est ça? On a. Eh bien, eh bien, eh bien, on va patienter encore un peu. Il y a des questions. Alors, nous avons des questions. Grégory, donc merci. Merci à Thierry pour votre question. Alors, Grégory pose la question suivante. Existe-t-il un process permettant de basculer un ensemble complet de données hébergées sur un autre cloud vers un Google Drive? Alors, ça dépend du type de données, mais oui, effectivement, voilà, encore une fois, alors il y a des outils donc, qui permettent de le faire par soi-même, si on est vraiment aguerri techniquement parlant. Et après, le plus souvent, et surtout si on parle à l'échelle d'une entreprise, on va faire appel à des partenaires voilà, qui vont avoir des équipes dédiées, qui vont être capables aussi donc, de réfléchir avec vous à la façon dont vous souhaitez transposer ces données finalement. C'est en général l'occasion de faire aussi là, un petit peu de ménage, un peu de nettoyage sur les données, de se dire, bon, est-ce que vraiment je souhaite garder tout cet historique? Bon, on a eu par exemple cette arborescence de dossiers, de documents sur ce serveur de fichiers, c'était peut-être pas optimal. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette migration, voilà, ça ne serait pas l'occasion d'améliorer l'existant et de repartir un peu d'une page blanche? Ouais. D'accord. Alors, merci Mathieu. J'espère que Grégory, cette réponse était suffisamment complète. Et si besoin, vous n'hésitez pas à poser des questions complémentaires dans le fil du chat. J'ai une question de Stéphane. Dans le cadre d'une utilisation plus éco-responsable, est-ce que les outils Google permettent ou pourraient permettre de guider les utilisateurs dans une utilisation plus sobre d'un numérique, genre éco-gestes des utilisateurs. Donc à travers l'IA, si je reformule, est-ce que l'IA peut permettre de contribuer tout à chacun, format colibri, d'être chacun contributeur? Est-ce que vous pouvez nous aider? Ouais, tout à fait. Alors déjà, de base, en fait, donc, par exemple, donc, tout email envoyé via Gmail donc, aura une empreinte carbone neutre de nouveau, donc ça c'est quand même très important parce qu'aujourd'hui, typiquement, envoyer des pièces jointes, en fait, ça a quand même un impact carbone, surtout si on envoie ça à énormément de gens et encore une fois, à une échelle de temps plus importante et à l'échelle d'une entreprise beaucoup plus grosse, ça a un véritable impact. Côté Google, en fait, aujourd'hui, on n'envoie pas vraiment donc, de pièces jointes attachées. Ce qu'on envoie finalement, ce sont des liens Google Drive. Donc, vous gardez une seule version d'un fichier, c'est très important, d'un document que vous partagez. Et donc, lorsque vous pensez finalement envoyer un document à votre collègue, ce qu'il obtient en réalité, c'est juste un lien sur lequel il clique et qui va pointer vers vos documents d'origine. D'accord. Donc, il ne transporte pas le document. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc, ça limite à ce niveau-là l'empreinte carbone. Donc, ça sera un bon geste éco-citoyen. Et surtout, c'est aussi une bonne pratique à appliquer en interne pour éviter la déduplication des documents, etc., etc. Et alors, c'est devenu extrêmement crucial, notamment depuis qu'on s'est mis pour beaucoup à travailler depuis chez nous. Ça a profondément modifié les habitudes de travail des gens, donc de faire beaucoup plus de visioconférences. Et donc, on essaie d'inciter voilà, justement à ces échanges plus spontanés via le chat, en fait, la messagerie instantanée, la visio, plutôt que d'envoyer en permanence des emails. Donc, ce sont toutes des habitudes qu'on a analysées fortement. Et donc, cette notion d'équité numérique est primordiale. La question, je te coupe, Mathieu, c'est la question de Stéphane, il dit
globalement, est-ce que quand j'ouvre mon mail, est-ce que avant d'envoyer un lien, même sur la pièce jointe, que Google puisse me dire, est-ce que vraiment tu veux envoyer le mail? Est-ce que vraiment tu veux envoyer le lien ou pas? Non, il fera pas ça. Donc, Non, Google va il pas va vous bloquer. Est-ce pas que vous vraiment bloquer. tu veux mettre la vidéo ou est-ce que on garde que le son? Alors par Il y a- exemple, une vidéo, si on propose de joindre une vidéo, encore une fois, il va dire c'est un fichier très important, mieux vaut envoyer un lien. D'accord. Voilà, il va entre C'est ça, guillemets, les éco-conseils, suggérer, d'accord. Il peut suggérer te- fortement ce comportement. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Quelle différence? Oui, hein, tu m'as dit oui, Chris. J'ai deux questions. J'ai une question de Thomas. Quelle différence entre l'utilisation Workspace, j'imagine, WS, perso versus Workspace en entreprise? Est-ce qu'il y a une différence? C'est vraiment la sécurité. C'est ça, hein, ce qu'on a vu. Ouais. C'est vraiment donner la possibilité aux équipes informatiques donc d'administrer l'ensemble du domaine, de fixer des règles de sécurité, de pouvoir organiser les utilisateurs par groupe. Également donc la possibilité d'avoir donc des Google Drive partagés à l'échelle d'une équipe, d'un département, donc pour avoir un dépositaire commun donc de documents internes. Donc ça c'est très important. Et surtout, voilà, ça permet d'avoir des statistiques complètes et de pouvoir traquer l'utilisation qui est faite très précise de la suite, voilà, d'empêcher l'exfiltration de documents en externe. Donc, voilà, il y a énormément d'outils et de surcouches de sécurité qui sont, et d'options qu'on met à disposition pour les entreprises, évidemment, qui n'auraient pas de sens pour un bien sûr. particulier. D'accord. Eh bien, je te remercie, Mathieu, pour C'est moi. toutes ces C'est moi. précisions. Je reviens sur notre jeu concours pour gagner les... Ah, on a encore une autre question. Ah. Existe-t-il dans la suite une solution téléphonique permettant de garder les numéros SDA actuels de l'entreprise? Faut-il passer par un opérateur tiers? Existe-t-il des tels IP? Est-ce que c'est dans la liste Je l'ai, voilà. Existe-t-il... Je te la laisse répéter. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je sais pas. Je viens de la je voir. doute C'est quand j'ai Thierry, entendu. c'est ça Thierry, pardon, je l'avais pas vu, donc merci Thierry. Donc je te partage notre dernière question. Existe-t-il dans la suite une solution de téléphonie permettant de garder les numéros SDA actuels de l'entreprise? Faut-il passer par un opérateur tiers? Existe-t-il des téléphones IP compatibles? Alors là, on est très téléphonie. Hein. Ouais, exactement. Mais c'est une très bonne question. Alors justement, on a un add-on en fait, donc, qui s'appelle Google Voice, donc qui là aussi fait partie de Workspace, qui permet effectivement, donc pour répondre à la première partie de la question, donc, de porter les numéros existants d'une société dans de la voix sur IP. Donc par exemple tous les numéros historiques, legacy en PBX en fait, donc de les porter du coup dans l'environnement Workspace. Ça offre la possibilité, encore une fois, au sein de la même console d'administration que Workspace, de gérer les identités utilisateurs avec les numéros associés. Mais on va même beaucoup plus loin que ça en fait. Aujourd'hui, on est capable donc, d'avoir un véritable standard téléphonique par exemple, donc, où lorsque vous appelez, voilà, ça vous dit, vous avez un menu en fait contextuel, donc tapez 1, tapez 2, tapez 3 pour tel service. On est capable de faire ça, d'avoir des services de répondeurs. Bien évidemment, encore une fois, je vais réinsister là-dessus, donc l'intelligence artificielle de Google qui arrive derrière, donc par exemple pour faire de la retranscription donc, de messages vocaux qui sont reçus, bloquer les spams également, tous les appels spam entrants. Donc voilà, on met toutes ces briques-là également à disposition et donc tout ça est intégré dans la suite Workspace. Merci Mathieu. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On n'a toujours pas la bonne réponse. Eh ben, je vais la garder dans ce cas. Eh bien, je- on va garder la réponse ou on la communique à nos auditeurs. Alors la bonne réponse était 9. La bonne réponse, donc, c'est bien 9. Donc, il y a bien 9 applications Google qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs, ce qui fait quand même un bon volume, un bon portefeuille d'applications. Donc, eh bien, nous remettrons en jeu probablement les Google Home lors d'un prochain webinaire avec Google. Je tiens à te remercier, Mathieu. Merci Moi beaucoup aussi, vraiment. pour ce moment, pour cet apprentissage. J'espère que vous êtes régalés comme nous ici sur le plateau. Vous dire quoi? Qu'on espère que toutes ces informations et ces conseils vous permettront de mieux vous équiper dans votre environnement collaboratif et flexible et sécurisé comme nous l'avons vu. Merci d'avoir participé à ces émissions, à ce Google Day. Je vous rappelle que tous les webinaires seront disponibles à la fois sur notre chaîne Webikeo et sur le site www.tipco.fr. Je rappelle bien que c'est bien .fr dans la rubrique webinaire.
Je vous invite également à vous abonner à notre page Tipco sur LinkedIn pour suivre toute l'actualité. Je remercie la technique. Merci Yann, merci Alice, merci Christophe. Merci beaucoup. Ouais. Merci Margot, merci à tous, merci Claire-Vie. Je fais une spéciale dédicace également à Martial, qui a été notre explorateur, défricheur du terrain Tipco au sein de Tipco dans l'environnement Google. Merci à toi Martial, tu es un des aventuriers dans l'aventure Google au sein de Tipco. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!